Ça va pour le son Ouais, il me dirait. La salle de lecture. Pierre Lemaître, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons pour le 3e épisode de ce podcast en forme d'interview un peu atypique. Mais de quoi s'agit-il, Vincent ? Je ne sais pas, j'improvise. Alors, je fais la réponse. Donc, j'ai devant moi une série d'enveloppes intitulées Salle de lecture, dans lesquelles se trouvent des questions et auxquelles je vais devoir répondre. Le jeu étant que chaque question considère le roman comme un enfant dont je serai le père et m'interroge sur la manière dont il a été fait et éventuellement les douleurs du pré, voire du postpartum. Est-ce que j'ai bon, Vincent ? Ben oui, je suis un peu... Voulez-vous ouvrir une enveloppe, je vais le s'il faire vous plaît ? immédiatement. Encore une question pré-postpartum, 2 points. À quel moment est-on informé du genre de son livre ? J'imagine qu'il s'agit du sexe. Et une question corollaire. Est-ce que c'est une information fiable ? Alors là, Pierre, je vous laisse répondre parce que quand même, bien sûr, je peux pas tout faire non plus. Déjà, quand vous dites quel est le genre du livre et que vous le confondez avec le sexe, déjà, vous ne faites pas preuve de beaucoup de modernité. Mais je ne vous en veux pas parce que l'essentiel étant que je comprenne je comprenne votre question. Alors, à quel moment est-on informé du genre de son livre ? Écoutez, c'est une assez bonne question. Il y a 2 manières, je crois, encore une fois, pour ce qui concerne les livres que j'écris et la manière dont je travaille. Encore une fois, je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent pensent que je fais une réponse universelle qui vaudrait pour l'ensemble de mes confrères et de mes consoeurs. Je pense qu'il y a 2 manières. Il y a soit vous décidez du genre avant. Vous dites, voilà, je veux faire un roman policier, je veux faire un roman noir, je veux faire un roman d'aventure, un roman picaresque, un roman d'espionnage, voilà. Ça, c'est une décision. Et généralement, sauf si vraiment il y a des accidents en cours de route, mais le roman finit par avoir le genre que vous avez souhaité. Soit, et ça c'est plus surprenant, vous pariez qu'il a un certain genre et vous vous rendez compte au bout d'un moment qu'il a changé de sexe. Alors ça m'est arrivé avec un livre qui s'appelle Au revoir là-haut. C'est un livre... dont l'intrigue se passe à la fin de la Première Guerre mondiale. Et à l'origine, le genre du livre devait être un roman policier. Et donc, je commence le livre. C'était une histoire de vengeance dans l'immédiate après-Première Guerre. Il y avait comme ça une histoire de poursuite et de vengeance criminelle. Et puis, au bout de quelques semaines de grossesse, je me suis rendu compte que ça ne serait pas un bon roman policier. J'ai interrogé, naturellement, Pascaline pour lui dire que faire de ce bébé. Et elle a eu, je crois, la bonne réponse. Elle m'a dit, écoute, peu importe le sexe du bébé, fais le bébé. Et puis tu verras après, quand il arrivera, tu verras ce que c'est. Et ça m'a beaucoup libéré. Je me suis rendu compte qu'en cours d'écriture, je m'étais beaucoup éloigné du genre du roman policier, que ça avait plus de chances d'être un roman historique. Et je me suis rendu compte après que ça n'était même pas un roman historique, mais un roman picaresque. Et donc, en fait, c'est un bébé qui, d'une certaine manière, a changé 3 fois de sexe. Mais au fond, le bébé est arrivé, il m'a valu le prix Goncourt, donc en fait, on ne peut pas dire qu'il ait été ingrat. En tout cas, cette histoire a été chaotique. C'est le seul moment où j'ai eu le sentiment vraiment que ça changeait de genre ou de sexe, pour utiliser votre langage approximatif, mon cher Vincent. La deuxième question, c'était est-ce que c'est une information fiable ? Alors, est-ce que le genre du roman est une information fiable ? Moi, je ne crois pas. Beaucoup de romans noirs pourraient être placés dans les romans psychologiques. Beaucoup de romans historiques pourraient être placés dans les romans policiers. Est-ce que Les Frères Karamazov est une affaire criminelle ou est-ce que c'est un roman psychologique, c'est une histoire politique ? Est-ce que tel roman qui est qualifié de roman noir n'est pas avant tout un roman social ? Tout ça, ce sont des catégories. Alors, elles sont pratiques pour étudier, elles sont pratiques pour les universitaires, pour les professeurs, pour les élèves, pour les étudiants. Elles sont pratiques pour les lecteurs parce qu'ils savent quand même globalement qu'ils veulent un roman historique ou un roman policier. Ils ne sont pas bêtes, les lecteurs. Mais si on va au bout de la théorie, ça ne marche pas.
Ça marche pas. Et j'aime bien le geste qu'a eu un éditeur qui s'appelle Oliver Gallmeister, formidable éditeur de romans américains. Il y a quelques années, il a explosé complètement toutes les catégories de ce qu'il publiait. Il y avait avant les romans noirs, les romans ceci, les romans cela. Il a dit maintenant, il n'y a plus que des romans. Et je pense qu'il a raison. Alors, il a raison sur le fond, il a raison littérairement. Maintenant, ça serait impossible d'avoir une librairie ou une bibliothèque qui ne serait pas classée par genre. Personne s'y retrouverait. Mais je pense que les lecteurs, lectrices qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices de ce podcast ont compris que ce qui était pratique n'est pas forcément vrai et que ce qui est vrai n'est pas forcément très pratique. Du coup, puisque vous êtes parti sur Au revoir là-haut, est-ce que ce relâchement sur le genre n'a pas été le moment où vous avez pu vous exprimer le plus dans ce que vous êtes vous, sans plus vous préoccuper? Justement, le genre était plutôt un carcan qu'autre chose. Oui, le genre était un carcan, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Je ne m'étais pas rendu compte que ce premier mariage avait un peu vécu. J'avais été très heureux de me marier une première fois, mais le divorce était bienvenu. Il y a un moment où une histoire d'amour s'arrête. Et mon histoire d'amour avec le roman policier s'est arrêtée parce que d'un seul coup, un challenger mieux équipé, comme dirait Nathalie Sarraute, est arrivé. Et ce challenger s'appelait le roman historique ou le roman picaresque, en tout cas, la littérature blanche pour faire court. Et je me suis rendu compte que mon mariage avec le roman noir et le roman policier avait donné, je crois, quelques beaux bébés. Mais que je ne serais plus un très très bon père si je voulais continuer d'en faire et que les prochains bébés allaient ressembler comme 2 gouttes d'eau aux précédents, ce qui n'était pas une très bonne idée, ni pour ceux qui les avaient précédés, ni pour ceux qui suivraient. Et en fait, on a consommé ce divorce comme on avait consommé le mariage, c'est-à-dire, au fond, c'était un divorce par consentement mutuel, et j'ai commencé à faire des bébés avec un nouveau genre, et tout le monde s'en est bien porté. Je rechausse mes lunettes de vieux. Alors, est-ce qu'il existe des livres plus ou moins désirés ? Est-ce que ce sont les plus désirés qui s'en sortent le mieux ? Alors, c'est comme toujours, il doit y avoir normalement une question par enveloppe, et naturellement... Je ne sais pas faire une question. Quand je mets la question, est-ce qu'il existe des livres désirés ? J'ai l'impression qu'il manque un petit bout. Il ne faut pas que je fasse ça, du coup. Si, ce qui est important, c'est que je vous comprenne et que je fasse une guidez-moi pour la prochaine fois. Non, pas du tout. C'est très bien comme ça. Est-ce qu'il existe des livres plus ou moins désirés ? Alors... Pas pour moi, mais ça pourrait arriver. Je pense notamment aux livres de commande. Il y a une rumeur, un lieu commun, un stéréotype. Au sujet des livres de commande, on a l'impression qu'un livre de commande, par définition, c'est un mauvais livre, parce qu'il était commandé, qu'il n'est pas naturel, c'est pas un bébé de l'amour, c'est pas un roman de l'amour. En vérité, non, parce que on peut vous commander un livre, et c'est peut-être passionnant de le faire, et le résultat peut être très bon. Donc, quand un éditeur vous approche et vous dit, voilà, est-ce que ça vous tenterait d'écrire un livre sur tel et tel sujet ? Alors, je ne parle pas forcément de fiction, mais de temps en temps, c'est une bonne idée. L'exemple du dictionnaire amoureux du polar, ce n'est pas une idée à moi. L'idée est venue de l'éditeur qui m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de le faire ? Je suis interrogé. C'était pas mon idée de faire ce bébé-là, mais finalement, je me suis dit, bah oui, c'est plutôt amusant à faire, ce serait intéressant à faire, c'est pas trop compliqué à faire. Alors, en fait, j'avais faux sur toute la ligne, c'était beaucoup plus difficile à faire, c'est beaucoup plus long que je ne le pensais, mais il n'était pas désiré par moi, mais ça, je crois, fait un beau bébé. C'est un bon livre, c'est un livre dont je suis content, je ne suis jamais fier de mes livres, mais je peux être content de mes livres, et celui-ci est un livre dont je suis content. Donc, ce n'était pas un bébé désiré par moi, mais malgré tout, je trouve que ça a fait un bébé plutôt réussi. À mon niveau, bien sûr. Est-ce que ce sont les plus désirés qui s'en sortent le mieux ? Hélas, non. Vous pouvez avoir un bébé que vous adorez et puis qui ne tire pas bien son épingle du jeu une fois dans la vie. Ça a été un petit peu le cas, par exemple, pour un roman qui s'appelle « 3 jours et une vie », qui était un roman en hommage à Simenon, que j'ai publié après le prix Goncourt. J'ai eu le prix Goncourt en 2013, et celui-ci doit être un livre de 2015, depuis 2015. Et c'est un roman qui prenait tellement à rebours ce que j'avais fait avec le prix Goncourt, que c'est pas un roman qui était attendu. Et du coup, comme il n'était pas attendu, il n'a pas été apprécié pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il n'était pas. Et ce livre n'a pas eu, je trouve, la carrière qu'il méritait. Il a donné un très joli film de Nicolas Boukrieff, que j'ai scénarisé avec Perrine Margen, ma complice. On a donc fait un
bon livre et je trouve un très joli film. Le tout n'a pas été tout à fait à la hauteur de mes espérances et je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors, par bonheur, le temps, ce grand médecin, comme disait Rabelais, le temps répare beaucoup de choses. Et petit à petit, je n'ai pas regardé les chiffres de vente, mais je sais que ce livre continue d'être vendu en livre de poche, que le film repasse à la télévision, qu'il est vu en VOD, que se vendent des DVD et qu'il finit par avoir beaucoup de spectateurs et beaucoup plus que je ne l'avais craint. Donc c'est un enfant qui a trouvé au fond sa vitesse de croisière, qui a une seconde vie, mais il peut arriver évidemment que des enfants désirés n'aient pas immédiatement la vie que vous leur aviez souhaitée. Et ainsi va la vie et la littérature, mon cher Vincent. Que puis-je faire pour vous ouvrir une enveloppe, peut-être ? Durant la période du postpartum, des phobies d'impulsion se manifestent souvent par la peur pour les parents de blesser leur bébé, de le noyer, de le brusquer ou de l'agresser sexuellement. Les personnes ayant ces phobies souffrent d'une terrible... Je voudrais rassurer les gens, j'en suis déjà presque à la moitié de la question, n'ayez pas trop d'impatience. Les personnes ayant ces phobies souffrent d'une terrible anxiété à l'idée que ces pensées obsédantes ne se traduisent en actes ou qu'elles ne dissimulent une partie très obscure de leur personnalité jusque-là méconnue. Alors, Pierre, car c'est à moi que la question s'adresse, avez-vous ressenti des phobies d'impulsion après la naissance de votre livre ? C'était la question. Ma réponse, c'est non. Je propose de passer à la question suivante. Oui. Alors, la question suivante. Une question magazine People qui reprend quelques questions qui se posent au moment du postpartum. Et donc, naturellement, comme dans chaque enveloppe, il y a 3 questions. Est-il trop tôt pour boire une coupe de champagne ? Est-ce que je peux mettre des vêtements normaux maintenant ? Combien de temps avant de refaire l'amour ? Alors, est-il trop tôt pour boire une coupe de champagne ? Écoutez... Je suis un buveur de whisky et quelle que soit la journée de travail, à 18h, je me sers un whisky. Donc il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard, il est l'heure, c'est 18h. Est-ce que je peux mettre des vêtements normaux maintenant ? C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que je n'attends pas qu'un bébé soit né pour commencer le suivant. Avant que le livre soit publié par Kalman Levy, j'ai déjà plusieurs mois de travail derrière moi. Ça tient au fait que le calendrier éditorial est un calendrier relativement contraignant, relativement rigide. Un éditeur ne peut pas mettre sur le marché un livre à n'importe quel moment. Il y a plein de facteurs et de contraintes. Ce qui fait que, assez généralement, le livre est terminé depuis assez longtemps lorsqu'il arrive sur la table des libraires et à plus forte raison chez les lecteurs. Donc, généralement, j'ai commencé un autre livre. Donc, le moment où je serai libéré d'un livre sans avoir entamé le précédent est un moment qui n'existe pas. Hein. Les choses se recouvrent. Donc, quand vous me dites combien de temps avant de refaire l'amour, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Donc, du fait que je n'arrête pas, je n'ai pas de cesse. Pierre Lemaitre, merci. Merci à vous. Nous allons conclure ce 3e et merveilleux épisode en invitant bien sûr nos auditeurs à écouter tous les épisodes précédents si ce n'est déjà fait, mais surtout, et encore surtout, je le dis 3 fois comme dans mes questions, à découvrir Le silence et la colère aux éditions Kalman Levy. C'était Pierre Lemaitre dans la salle de lecture. À bientôt. La salle de lecture.